Allez, on parle maintenant du CAC 40 qui est aux portes des 6000 points. Ça fait plusieurs jours qu'on vous en parle. Est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu inquiétantes derrière ce rallye boursier? C'est le sentiment de Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Rallye qui a commencé, vous me disiez, début octobre, c'est ça? Le gros du rallye, l'accélération du rallye, c'est début octobre. Il y a des caractéristiques liées à ce rallye, singulières, surprenantes, inquiétantes selon vous. Le fait déjà qu'on n'ait pas vraiment consolidé à aucun moment. Au-delà Depuis le 25 octobre, il n'y a plus aucune consolidation. Enfin, le dernier retracement a fait moins 0,6. On a un ratio de 5 séances de hausse pour une séance. On peut même pas appeler ça une séance de baisse. C'est une séance de consolidation à l'horizontale. Donc moi, c'est ce que j'appelle un rallye funiculaire ou un rallye algorithmique. Mais qui se caractérise par l'absence complète d'enthousiasme pour le mouvement et l'absence complète d'envie de participer. C'est-à-dire que les gérants achètent parce que ils font, même s'ils ne veulent pas l'admettre, le plus souvent ils font de la réplication indicielle. Donc c'est leur programme qui ajuste les portefeuilles, qui va rajouter du L'Oréal, du Kering, du LVMH, parce que ce sont les valeurs absolument incontournables. Alors après ça, ils vont tenter, peut-être par-ci, par-là, de faire aller un petit coup, un petit pari sur une rotation sectorielle en faveur des banques, des valeurs value. Enfin, on voit depuis le début de l'année, et depuis le début de l'année qu'on disait « Ah, bah cette année, 2019, il va falloir faire du stock picking parce que… » Il va falloir être sélectif. Il faut être sélectif parce des que convictions. Voilà, on est payé quand même pour avoir des idées, etc. Bah, mettez du luxe, mettez de l'aéronautique, un peu d'Assosystème et ça passe. Hein. Exactement, depuis le début de l'année, rien n'a changé. Et aux États-Unis, c'est encore plus marquant. Et c'est rapide, hein, parce que 15% de hausse en 3 mois sur le CAC 40. C'est rapide, quoi, 15%. Et sauf que les profits, selon vous, ne suivent pas. Mais en même temps, on avait Samy Charles, le chef économiste de Lombardier, qui me disait « Mais non, c'est pas vrai. Sur 2 ans, les profits ont bien suivi la hausse des marchés. » Oui. Pas sur 2019, en prenant en compte aussi 2018. Sur 2 ans, les profits sont en hausse. Sur 12 mois, non. Bah non. Non. Sur 2 ans, il faut lisser, il ne faut pas regarder sur… On trouve toujours l'explication qui va bien pour expliquer que… il dit en 2018, les profits ont augmenté, pour le coup, et les marchés ont baissé. Donc, oui, parce qu'il y avait la normalisation ratée de la Fed qui a stressé les marchés. Mais cela dit, les 20% qu'on avait perdu fin 2018 ne faisaient que ramener les marchés à un niveau de valorisation moyen, mais moyen plus. Hein. C'est-à-dire qu'au début de l'automne 2018, on était très très élevé. C'est-à-dire qu'on avait vraiment actualisé ces fameux bénéfices en hausse. Mais le PER du CAC 40 aujourd'hui, c'est quoi? On est à 15-16 ? Oui. C'est pas non plus délirant. Hein. C'est pas délirant, mais ce n'est qu'une moyenne. Et le problème, c'est que la hausse des portefeuilles se fait… Je dirais, on a un CAC 8 aujourd'hui. C'est un CAC 8. Les 4 valeurs du luxe, les KOHL, Cole. Voilà, les Cole, Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH, voilà. Et vous avez en plus de ça Safran, Airbus, et vous rajoutez Dassault, ST Micro. Voilà, qui ont Assosystème. ST Micro, c'est le seul proxy du Nasdaq, et Dassault Systèmes, c'est la seule valeur un petit peu techno, mais c'est un leader. Et ces 8 valeurs-là font la hausse du marché. À 100%, oui. Pratiquement, oui, c'est quasiment 100%. Et on pourrait dire pareil aux États-Unis aussi. Hein. Oui, sur le S&P. Sur le S&P, c'est 20 valeurs. C'est pas le S&P 500, c'est le S&P 20. C'est le S&P 20 et même le S&P 10. Parce que en fait, il y a les 10 plus grosses font presque 60% de la hausse. Et c'est malsain. Le fait que ce soit mal réparti. Après, on se dit, s'il y a une rotation sectorielle, on aura les valeurs les plus décotées qui prendront le relais. Mais elles ne prennent jamais le relais, on le voit bien. Je suis naïf, c'est ça? Non, mais c'est le discours qu'on se tenait en début d'année, effectivement. Déjà, en début d'année, on disait les small caps, les mid caps sont tellement en retard que ça va rattraper les valeurs value. Ah bah là, on a eu une hausse de taux, mais là, si les banques centrales ont changé leur fusil d'épaule, si les taux rebaissent, à ce moment-là, les valeurs value vont apparaître au niveau rendement beaucoup plus attractif. Et puis, c'est rien passé, rien. La logique, c'est une logique
purement mathématique. C'est surpondérer les valeurs qui montent et délaisser celles qui baissent. Il n'y a pas plus moutonnier que ça. On n'a jamais vu un marché aussi moutonnier de l'histoire des marchés. Et c'est non seulement aujourd'hui moutonnier, mais en plus de ça, concentré. Il n'y a plus de participation des investisseurs. Ça c'est intéressant pour le coup. Il y avait deux sujets. Effectivement, le fait que les hausses soient concentrées sur, en France, même pas un quart de la cote. Les volumes d'échange, on disait ça monte un peu dans le vent, ça monte sans volume. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de volume vraiment pour que ce soit C'est plus vrai que ça ne l'a jamais été de l'histoire. Je ne dis pas des Mais j'ai lu que les flux sur les fonds actions étaient redevenus positifs en Europe. Exact. Bon, bah alors. Eh ben, résultat des courses, on arrive à des séances où à 17h29 à Paris, on est à 1,2 milliard. 1,4 milliard. Et puis vous avez à 17h35 les arbitrages. Et là, vous rajoutez à peu près 50% de volume en plus. Il y a 10 ans, au fixing, on rajoutait 20-25%. Ça veut dire il y a 3 ans, on rajoutait 30-40%. Maintenant, on rajoute plus de 50%. Ça veut dire que tout est absolument technique. Il n'y a plus d'intervention d'opérateurs au fil de l'eau dans la journée. À la limite, si c'est pour faire 1,3 milliard entre 9h et 17h30 et faire 1 milliard supplémentaire à 17h35, on se demande pourquoi on est ouvert 8h30, pourquoi on paye des gens pendant 8h30 pour ne rien faire. Parce qu'il ne se passe rien. Ce manque de volume, on le voit en France, on le voit en Europe, on le voit ailleurs dans le monde. C'est moins, alors j'ai regardé bien sûr le S&P, j'ai regardé sur le Dow Jones, c'est moins évident. Mais s'il y a plus de flux, j'arrive à comprendre, s'il y a plus de flux vers les fonds actions, pourquoi est-ce que les volumes de transactions sont aussi faibles ? Alors, là, c'est un paradoxe. En fait, depuis le milieu de l'été, depuis le 15 août, depuis qu'on a repris 15%, à l'époque, c'était quand même les rachats de titres par les entreprises, les fameux buybacks, qui étaient le moteur. Voilà. Et là, vous aviez des achats... Aux États-Unis. Voilà. En Europe, on a aussi quelques rachats. Vous aviez donc les entreprises qui achetaient face à tout le marché. Vous aviez 80% de gérants ou 90% de gérants vendeurs parce que la guerre commerciale, parce que l'incertitude du Brexit, parce que les révisions à la baisse. Parce que les indicateurs macro étaient macro révisés à la baisse systématiquement. Donc vous aviez un acheteur face à tout le monde. C'était les entreprises qui rachetaient leurs propres titres. Depuis le début de l'automne, Goldman Sachs l'avait noté, les rachats se ralentissent parce qu'on avait atteint évidemment des niveaux tels qu'à un moment, les entreprises ne payent plus sur les plus hauts. Et là, on a eu 4 semaines positives sur les actions européennes. C'est simplement parce que on avait peut-être... on était peut-être jugé un petit peu moins cher que les actions US et qu'on a eu un petit effet d'arbitrage. Enfin, ça, c'est des flux positifs, mais on ne parle pas de 10 milliards de plus par jour, c'est évident. Donc pour vous, c'est inquiétant, c'est votre sentiment. En même temps, vous m'aurez dit peut-être pareil quand le CAC était à 5000 ou à 4000 et vous regardez passer les trains et vous mangez votre chapeau au fur et à mesure, je vous taquine, mais c'est vrai. Alors, vous avez beau dire ça, les marchés montent, 25% de hausse, 30% en incluant sur le CAC 40 les rendements depuis le début de l'année, vous avez tout faux là. Si vous voulez, si on analyse le marché avec un cerveau humain et qu'on regarde l'actualité, on ne peut pas être acheteur naturellement. Ce qui fait monter le marché, c'est pas la conjoncture, c'est pas qui cesse de se dégrader. Beaucoup d'économistes l'ont dit sur ce plateau. Ça reste à un bas niveau, mais dans l'industrie mondiale, ça reste. Aujourd'hui, on vous dit là, les marchés sont du potentiel parce que là, on vient d'atteindre le pire du ralentissement. C'est-à-dire qu'on a peut-être vu le pire. Alors, on a vu le pire. Attendez, 25% de hausse. Il faut voir que 2018 était dégueulasse aussi. Non mais c'est ça les raisonnements. En fait, on explique après coup les choses. C'est-à-dire que maintenant qu'on a gagné 20% malgré le ralentissement, maintenant qu'il va peut-être y avoir un petit sursaut. Parce que ça se calme sur la guerre commerciale manifestement. Ça ne se calme pas, enfin, on n'en sait rien. On nous a vendu... Je sais pas, il y a 42 épisodes de « on va se parler ce week-end ». On se rapproche de l'élection américaine aussi. Non mais ils vont nous le jouer combien de fois on s'appelle ce week-end et on va se mettre d'accord. Ils nous l'ont fait déjà plus de 20 fois. Les marchés ont bien pricé en plus. Déjà cette phase 1, comme quoi elle allait bien se terminer. Non mais je vous donne un exemple. La guerre commerciale, soi-disant, l'épisode un petit peu aigu où on se dit oh là, ça y est, on est en pleine guerre commerciale. Ça commence fin avril. Le CAC, le Dow Jones, tout ça, ça perd 6-7%. D'accord ?
Une guerre commerciale comme ça, qui on perd 6-7%, c'est grave. Et depuis, depuis en fait allez, fin mai, on n'a pas arrêté de monter. On a pris 15%, on en a perdu 6, on en a pris 15 derrière. Mais moi, j'en redemande des guerres commerciales comme ça. Il en faudrait une par an. Parce que si à chaque fois qu'on a une guerre commerciale, quand on la commence, le CAC est à 5000, et quand on la termine, on est à 6000, vivement la prochaine. Mais c'est exactement là où on en est. Ce que je vous décris là, c'est la réalité. On a commencé la guerre commerciale à 5003 et on est maintenant à 6000. Voilà. Donc, vive les guerres commerciales et l'incertitude du Brexit. Vive l'incertitude du Brexit. C'est merveilleux. Donc voilà, donc pour vous, on voit bien qu'il y a des fragilités, plus que ça, des fragilités derrière cette. Non, on est dans la déconnexion complète de la valeur des actions, de la valeur des obligations par rapport. Non, sur le CAC 40, encore une fois, on est un PR de quoi, de 15-16, c'est pas fou. Oui, mais qu'est-ce que détiennent les investisseurs? Ils ne détiennent pas des valeurs qui ont 15-16 de PER. Ils détiennent majoritairement celles qui sont entre 20 et 40, entre L'Oréal et Hermès. Parce qu'elles délivrent des performances qui sont super sexy. Oui, mais c'était vrai l'année dernière, c'était vrai en 2012, et à l'époque, les PER étaient inférieurs de 20 à 25%. On a une expansion des PER, c'est tout. Alors qu'elles soient sexy, qu'elles ne déçoivent jamais, j'en suis d'accord. Sauf que ça se payait 20 fois, 25, 30, et maintenant... Elles n'auront pas le droit à l'erreur, ces valeurs-là. Allez savoir. Allez savoir, on est dans un système... Moi, ce qui m'ennuie le plus pour le coup, c'est le fait que ce soit conconcentré. On peut imaginer qu'un jour, il y aura une rotation sectorielle, mais c'est le fait qu'il y ait peu de volume. Parce que personne n'achète, évidemment, dans ces conditions. Enfin, comme je dis, on a toutes les caractéristiques d'une bulle. Mais alors d'une bulle type l'an 2000, les dot-com. C'est-à-dire, sur 20 séances, vous avez 17 séances de hausse. Jamais aucun retracement, ça paye. Le Fear and Greed Index, c'est quoi ça? C'est l'appétit pour la jauge de l'appétit pour le risque. Vous le trouvez, vous tapez Fear and Greed Index, vous allez voir, il y a un petit cadran. Là, on est arrivé. Comment il le calcule, ce truc-là? Ça fait un petit peu la différence entre les achats de put, les achats de call, etc. Ouais. Là, aujourd'hui, on a 50% d'achats de call en plus que de put. Enfin, plus personne ne couvre les portefeuilles, ça y est. Alors on nous disait l'été dernier, forcément, comme les gens n'achètent pas, qu'il y a beaucoup de gens couverts, le marché va monter parce que les vendeurs de demain, d'hier, deviendront les acheteurs de demain. Ouais. Là aujourd'hui, on a un Fear and Greed Index qui est borné à 100, qui est à 88. On a eu ça 5 fois au cours du siècle. Alors l'année dernière, en 2017, on l'avait eu. Mais en attendant les marchés montent, vous êtes là en train de professer ça et pour l'instant. Non, mais je professe rien. Je constate simplement que le vrai driver des marchés, c'est pas la guerre économique, c'est pas l'incertitude sur ceci, sur cela. C'est que depuis le 15 septembre dernier, je dis voilà, on arrête le suspense, on va arrêter de faire semblant, de faire les faux. Ouais. Depuis le 15 septembre dernier, la Fed a acheté 280 milliards d'instruments obligataires. Elle a racheté 40% en 2 mois. Elle a racheté 40% de ce qu'elle avait, si j'ose dire, laissé retomber. Enfin, son bilan. Elle avait dégonflé son bilan, normalisé son bilan. 22 mois de normalisation du bilan. En 2 mois, 40% du trajet est déjà repris. Ouais. J'ai fait le calcul. En mars prochain, la Fed aura de nouveau plus de 4 250 milliards à son bilan, au rythme actuel. J'entends bien, voilà. Mais sauf que vous mangez, plus ça monte, plus vous mangez le chapeau. Là. Dans un an, on va se revoir, on sera revu d'ici là, évidemment. Le CAC sera à 7000 et vous nous direz toujours les mêmes choses. Parce que ce sera toujours la vérité. Ouais. Alors, les prix des actifs ne reflètent aucune espèce de vérité, ni historique, ni à l'instant T, ni future. C'est-à-dire que encore si on me disait, ouais, mais Philippe, attendez. Alors on a tellement morflé en 2019, vous vous rendez compte, le CAC est à je ne sais pas combien, à moins 20%. Imaginez que quand même, on a retrouvé là des prix attractifs. Non, on est à 29% de hausse sur le CAC 40 Global Return et on nous explique qu'on va encore gagner 15-20% en 2020. Je dis peut-être. Pourquoi pas et peut-être, mais ça ne changera rien au fait que le pouvoir d'achat n'augmente pas, que la croissance n'augmente pas, que les bénéfices n'augmentent pas et qu'ils régressent. C'est juste qu'on a une déconnexion totale, des cours de bourse
avec la réalité économique, tout simplement. C'est pas ce que nous disait votre invité qui était là juste avant vous. Mais non, mais c'est son métier. Il ne va pas vous dire la vérité. Il ne peut pas la dire. On ne peut pas la dire, cette vérité. C'est tout. Enfin, quand on fait ce métier et qu'on touche son bonus à la fin de l'année sur les actifs qu'on gère, on ne peut évidemment pas tenir le langage que je tiens. On n'a pas le droit. L'homme qui dit la vérité. Non, mais c'est pas Philippe Béchade. On n'a juste pas le droit de le dire. Mais ce que j'ai le droit de dire, c'est qu'aujourd'hui, si on a un marché qui monte sans cesse, c'est que l'arbitre, la banque centrale, injecte de la liquidité et que même si vous avez une équipe où tout le monde a la gastro, où l'attaquant est sur une jambe, où les arrières ont des crampes, vous avez un arbitre qui va siffler 10 pénaltys en faveur de la hausse. Donc même si vous avez une équipe... Et il y a eu du foot ce week-end ou quoi là? Non. L'équipe de France évidemment. Bon, on a compris le message en tout cas. Voilà. L'arbitre fait le score du match. Il n'y a pas sauf de que l'arbitre, pour le coup, les banques centrales ne feront plus rien a priori, elles ne feront plus rien l'an prochain. C'est ce qu'a dit la Fed, sauf si les conditions devaient changer. On en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Comme chaque semaine, Philippe Béchade, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Salut.